Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour, bonsoir, monsieur, téléspectateurs et téléspectatrices. Bienvenue dans une nouvelle émission de notre programme La Tour de Babel. Aujourd'hui, nous allons débattre de la proclamation du discours de politique générale du nouveau Premier ministre, en l'occurrence Ismaïl Ould Cheikh Sidiya. Le 22 juin 2019, la Mauritanie s'est dotée d'un nouveau président à l'issue d'un scrutin aussi mouvementé qu'il fut, a été salué grosso modo par l'opinion nationale et la communauté internationale. Le président élu, posé, dosé, ayant l'art de maîtriser ses émotions, avait convaincu plus d'un, en tout cas pendant la campagne. Une trop longue semaine après, le président Mohamed El Cheikh Ahmed El Ghazouani jette le dévolu sur un relativement jeune centralien chargé de former un gouvernement dit de haute compétence. Un mois après, le gouvernement dirigé par Ismaïl Ould reçoit la bénédiction du Parlement mauritanien réuni en session extraordinaire. En effet, le nouveau Premier ministre a décliné sa politique générale par un discours marathon s'étendant sur 51 pages. D'aucuns trouvent que le projet du Premier ministre, le plus diplômé de notre histoire, est ambitieux, mais l'on doute qu'il serait pour autant appliqué à la lettre. D'ailleurs, 19 députés l'ont littéralement rejeté en votant contre. Qu'à cela ne tienne, dans les jours à venir, nous allons voir le nouveau gouvernement à l'œuvre. Le Premier ministre, qui semble prendre le bœuf par les cornes, aurait-il toutes les qualités personnelles pour réussir? Bardé des diplômes, né dans une famille sachant commander aux hommes par son rayonnement spirituel et politique, la tâche doit lui être plutôt facile. Mais certains usent du droit de vote, du droit de douter, portant au nu ces passages qui n'auraient pas été couronnés de succès, à savoir au ministère de l'Urbanisme, la zone franc et l'agence de zone franche et l'agence de Tintane. Nous avons prévu un aréopage trié sur le volet de notre espace public et politique. En l'occurrence, je commence par la droite. Le Gourmou Abdoul, professeur aux universités et avocat de renommée. Surtout ça, il va se faire plutôt avocat. Mohamed El Hassan, professeur aux universités, président du 2IRS, donc l'Institut international d'études de recherche stratégique. Voilà. Colonel en retraite, Seydina Omar Oulabedou, professeur dans l'enseignement supérieur à l'école-major de Nouakchott. Et ça devait être avant tout l'ambassadeur Hamoud Oueleli, diplomate et ancien ministre. Donc commençons, droit d'aînesse de préséance, commençons par son excellence. Monsieur Hamoud, vous avez certainement suivi, entendu, et d'ailleurs vous avez certainement lu, vous avez la brochure du discours de monsieur Ismaïl Cheikh Sidiya. Quelle serait votre appréciation de cette proclamation de programme? Merci beaucoup. Je vois que le gouvernement est à la droite maintenant. C'est un bon signe. J'ai lu la déclaration du Premier ministre. C'est une déclaration très intéressante parce qu'elle vient à point nommé. Il a brossé la situation générale du pays. Et il a passé en revue tous les secteurs de la vie nationale en soulignant ce qui ne va pas, avec une méthode d'ailleurs très habile et très intelligente. Et il a aussi engagé le gouvernement pour des solutions qu'il convient de prendre. Ces solutions m'ont paru très efficaces. Je dois dire que depuis le discours d'investiture du président Ghazouani, je n'ai pas vu de fausses notes depuis. Et à la nomination du Premier ministre, c'était un bon choix, une nomination qui
répond bien aux aspirations du peuple. Donc, en guise d'introduction, j'attendrai que nous rentrions dans les détails du texte. Mon colonel, Oui. comment vous avez fait Oui, j'ai lu la déclaration de politique générale. Il y a certains des aspects qui ont attiré mon attention, notamment la sécurité. La sécurité, comme vous savez, la politique de sécurité essentiellement a attiré mon attention. Comme vous savez, la politique de sécurité ou stratégie de sécurité consiste à définir des objectifs pour un pays. On va y arriver très précisément, mais globalement, la politique générale qu'est-ce que vous pensez d'un projet de... Ce qui m'a intéressé tout simplement pour le débat, essentiellement, c'est cette politique de sécurité qui est transverse à la défense, à la sécurité intérieure et aux affaires étrangères. C'est ce qui m'a intéressé essentiellement. Mais je dis que c'est un volet qu'il a pris en considération les problèmes de la nation réellement et qui a réellement proposé des solutions à ces problèmes. Donc il y a nettement une certaine cohérence par rapport au discours, comme l'a dit Excellence, par rapport au discours du président de la République. Il n'y a pas de fausse note, comme il dit, il y a une cohérence. Mais moi, ce qui m'a intéressé essentiellement, ce sont ces aspects-là, les trois aspects. Donc, quand on a besoin de vous sur cet aspect spécialement. Oui, je vous remercie. J'ai lu cette déclaration. J'ai suivi les événements qui l'ont précédé. Je ne peux que me réjouir du fait que nous avons une constitution qui, dans un article donné, oblige le gouvernement à faire cette déclaration de politique générale devant les représentants du peuple. C'est déjà quelque chose de bien en soi. C'est un progrès. Je sais qu'elle émane d'un gouvernement qui vient à la suite des élections qui ont permis à la Mauritanie ce que permet la démocratie, c'est-à-dire d'expirer et d'inspirer, de voir un dirigeant sortir et de voir un nouveau venir, avec l'oxygène et le sang nouveau que cela peut apporter en général. Oui, professeur, mais globalement, tout ça, c'est un peu des globalités. Je reste. Et je me réjouis du fait que je suis capable d'orienter mon esprit vers quelque chose de positif, c'est-à-dire que la bonne foi se présume et que j'accorde, et il y a beaucoup d'éléments qui font qu'on a de l'espoir par rapport à cette déclaration et par rapport à cette politique. Je sais qu'il y a eu peu, on a copié peut-être du système français les délais qui est donné au Premier ministre de faire une déclaration et que peut-être ce délai est court par rapport à un gouvernement nouveau, un Premier ministre qui n'était pas dans le gouvernement et qui n'a pas eu le temps nécessaire de peaufiner et d'affiner sa politique générale. Donc, je sais que nous avons, pour donner des éléments qui vont dans le sens de ce que veulent en général les journalistes, c'est que dans cette déclaration, j'ai retrouvé plus, et c'est peut-être l'effet de la Mauritanie, plus en normalien qu'en centralien. Il y a de la littérature, il y a de bonnes annonces, mais le comment n'a pas été suffisamment éludé. Dans une déclaration générale, il y a des orientations générales, mais il y a des mesures. Nous avons eu les orientations générales, mais les mesures concrètes. Il y a aussi l'élément temps et l'espace. Je pense que toute déclaration politique doit partir du présent, de la situation présente. Et on doit permettre d'informer le public et les députés de la situation à partir de laquelle
dans lequel on est Donc, pour déterminer les objectifs. Autrement dit. Donc, les diagnostics, la situation présente est absente. Ah, ouais. Oui. Je vous laisse. Terminez, vas-y, terminez. Donc, pourquoi? Parce que je pense que ce sont là des circonstances atténuantes qui plaident en sa faveur. Mais je pense qu'il y a un élément qui est important, c'est que le nouveau gouvernement, à ce que l'on voit... Pourquoi atténuante? Ça a tenu parce qu'il n'était pas là. Ça a tenu parce qu'il n'a pas des énarques dans notre administration pour lui préparer, comme on prépare en France, un programme de politique générale. Et puis, il y a un autre élément, parce que j'ai l'habitude, je pense que c'est notre rôle, de dire les choses comme on les pense. Peut-être que c'est pas... On a, cette fois-ci, envie de ne pas parler beaucoup du passé, contrairement à d'autres changements. Or, ceci a conduit à occulter tellement on ne veut pas parler du passé qu'on occulte le présent. Or, le présent est nécessaire. Et j'ai un grief, c'est que par rapport à ce passé, notamment sur le plan économique, il a parlé d'un seul élément qui relève de 2014, apparemment pour jeter une fleur à l'ancienne gestion que la pauvreté a diminué entre 2010 et 2014. C'est un élément positif qu'il a signé dans les schémas, mais tout le reste a été occulté. Je pense que ce gouvernement, pour réussir, il ne doit pas faire la politique de l'occultation, qui n'est pas de l'inquisition, je ne suis pas pour ça, mais de savoir la réalité et de dire la vérité. Et que par conséquent, ce programme de politique générale comporte beaucoup de généralités. Oui, mais quand il dit que 2008-2014, la qu'est-ce qui s'est passé après 2014? Ça veut dire qu'entre 2014 et 2019, oui, il n'a pas parlé de ça, mais ce n'est même pas par rapport à la pauvreté. On va y venir. Il fallait parler des autres aspects. Je permets de donner la parole au professeur Maître Gourmand. Allez-y. Je pose la même question. Quelle serait votre appréciation du discours de politique générale du Premier ministre Cheikh Ismaïl, M. Ismaïl, Cheikh Sidia? Est-ce que, à votre sens, il a fait mouche? Je pense d'ailleurs que vous êtes parmi les gens qui ont voté contre. Voilà. Pour D'abord, je vous remercie. Oui, merci, d'accord. Cette invitation, je suis très heureux d'être avec nous aussi. des amis qui sont sur le plateau, que je connais beaucoup et que j'apprécie beaucoup. Donc, vraiment, je suis content d'être là. Alors, cette déclaration de politique générale, comme son nom l'indique, est une déclaration. Une déclaration, c'est d'abord un ton, une façon de dire les choses. De ce point de vue-là, cette déclaration de politique générale, je dois le dire tout de suite, il y a un bon ton dans cette déclaration de politique générale parce que ça fait longtemps qu'on ne voit pas un Premier ministre qui n'attaque pas les gens, qui n'agresse pas les gens, qui n'indexe pas les gens, qui ne stigmatise pas les gens, etc. Et ça, personnellement, ça m'a tout de suite touché. C'est agréable de le lire parce que moi, je suis de l'opposition, certains disent radical, hein, mais je ne me suis en rien senti agressé en lisant ce discours. Et ça rompt avec ce à quoi on était habitué jusqu'ici, concernant en tout cas les déclarations de cette nature. Donc de ce point de vue-là, c'est un bon ton. Maintenant, sur le fond, les choses sont en pointillé, à tout point de vue. Et évidemment, la chose que l'on constate d'abord, et nos amis de l'opposition l'ont relevé directement devant le Premier ministre à l'Assemblée, c'est qu'il manque quelque chose d'important, c'est de nous faire un état des lieux. Quand quelqu'un arrive dans une maison, c'est vrai, il vient avec ses mœurs, il vient avec ses perspectives de faire les choses, etc. Mais il regarde d'abord ce qu'il a trouvé et il dit ce qu'il a trouvé. Et je pense que ça, c'est basique, c'est élémentaire. Et on a bien vu que cela manque à l'exercice. Hein. Ça manque un état des lieux, une sorte de diagnostic. Il n'était pas obligé d'ailleurs de le faire de manière systématique. Moi, je suis un homme politique. Je comprends bien qu'il y a là une attitude politique de sa part parce qu'il est d'une majorité qui est là, qui est devant lui, qui est une Assemblée nationale, dont les députés appartiennent à ceux qui sont partants, et donc vis-à-vis desquels il a un devoir, je dirais, de reconnaissance. D'ailleurs, il est intéressant, c'est un clin d'œil. L'ancien Premier ministre lui a rappelé un peu avant en lui disant, attention, tu nous dois ton poste, on a tout fait pour que tu sois là où tu es. Et il a dit d'ailleurs avec beaucoup d'insistance. Voilà, il a dit avec beaucoup d'insistance. Donc je crois qu'il a rendu un peu la pièce en ne disant pas ce qu'il a trouvé. Parce que ce qu'il a trouvé, ce n'était pas agréable. Et c'est intéressant de le souligner, puisque au fond aussi, il faut savoir lire les choses qui ne sont pas dites explicitement. Il a bien dit que les choses étaient bien de 2008-2014.
C'était la période à peu près où, on le sait, la courbe de croissance était élevée parce qu'on vendait beaucoup de fer. C'est aussi simple que ça. Mais à partir de 2013-2014, on sait très bien qu'il y a une chute des prix. L'argent ne rentre pas autant. Mais surtout, on ne sait plus ce qu'on a fait de tout l'argent qu'on avait eu avant, durant toute cette période-là. Ça ne figure pas, évidemment, dans cet état des lieux. Mais je veux dire que c'est quelque chose que je ne surlignerai pas, mais que le Premier ministre, peut-être, aurait eu du mal à faire sortir. Bon, ça, c'est parmi les manques. Or, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ce qui existe que l'on peut, de manière crédible, définir ce qu'on s'apprête à faire. Parce que si tu ne nous dis pas quels sont les comptes que tu as trouvés, comment vas-tu nous expliquer ce que tu vas en faire avec ceci, tu vas faire ça, tu vas distribuer ceci, tu vas distribuer cela, et on reviendra sur le détail. Donc ça, c'est un élément important. Ensuite, mutatis mutandis, comme on dit, en évitant ce qu'il fait ce qui reste, est-ce que finalement donc, la politique générale de M. Ismaël a apporté... Donc dans le ton, c'est bon, mais je dirais aussi qu'on est dans une sorte de pont aux ânes, comme on dit en français, c'est-à-dire on ne sait pas très bien, est-ce qu'il y a continuité ou rupture? Est-ce que ce sera une politique de continuité avec ce qui existait jusqu'ici, ou est-ce qu'on va avoir une nouvelle politique exprimée à travers cela qui va nous entraîner dans un nouveau rivage? Voilà un peu le... Vous ne constatez pas déjà un changement de style, vous venez d'en parler. Le style est bon pour l'instant, mais le style ne fait pas une politique. C'est ça le problème. Le style ne fait pas une politique. Au contraire, je crois que quand on arrive, écoutez, ces messieurs-là qui ont fait tout seuls leurs élections, qui disent eux-mêmes qu'ils n'ont eu que, entre guillemets, 52%. Les autres 48%, c'est presque 50-50. Il faut que tu sois explicite. Dans un tel cas, il faut que tu sois très clair, tu ne peux pas rester dans l'ambiguïté, parce que cette ambiguïté-là va entretenir quoi? De la suspicion et un état d'esprit qui est continu par rapport à l'état d'esprit. Parce que jusqu'ici, l'état d'esprit déjà, c'était que le régime qui était en place est un régime pour lequel tout le monde en a marre. Le régime d'Abdelaziz, tout le monde en avait marre. C'est ça la réalité. Donc, si tu ne dis pas quelque chose qui indique bien que tu veux tourner une page, c'est l'opinion publique. L'opinion publique. Mais s'il est le frère siamois de Ghazouani, ça va, il a essayé. Alors la question c'est de savoir, est-ce que c'est la déclaration d'un frère siamois, ou est-ce que c'est la déclaration d'un frère, mais seulement d'un frère? Parce qu'on peut être frère de quelqu'un sans lui être siamois. Moi je peux parfaitement dire, oui, tu as bien fait, tu es mon frère, etc. Mais maintenant tu me laisses gouverner, j'ai une autre vision. Vous êtes juriste de formation, mais politologue quelque part. Vous savez que le pouvoir ne se partage pas. Bon, voilà. Et puisque le pouvoir ne se partage pas, espérons qu'il n'y a rien dans ce pouvoir qui n'ait été fait pour forcer à être partagé. Ouais. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que si le pouvoir ne se partage pas à l'état pur, mais dans la réalité concrète, on peut bien faire en sorte que ce pouvoir soit partagé. C'est ce qu'on appelle le gouvernement de l'ombre, ce qu'on appelle l'état profond. Ok, mais rapidement, je ne fais pas de la psychologie, mais si ce n'est votre discours, votre comportement qui tient quelque part très cohérent à mon sens, est-ce qu'il ne cache pas cette intention de l'opposition? Vous êtes opposant de première heure et depuis très longtemps. Est-ce que ça ne cache pas cette volonté, ce vœu de l'opposition de voir tout changer en fracas, de façon fracassante et rapide? Or, l'homme est posé, il est dosé, donc il va aller à son rythme. Il m'a dit une fois, moi je veux aller à mon rythme. Donc, est-ce qu'il n'est pas très tôt de pouvoir l'accuser? Or, on n'est pas à 40 jours de sa prise de pouvoir. Je vous comprends parfaitement. Et je dois vous dire que vous aussi, en tant que journaliste, vous devez constater que le ton de l'opposition n'est pas le ton qu'elle avait il y a quelque peu. Il a changé. C'est vrai, donc, c'est donnant-donnant. Il a eu un bon ton, nous nous efforçons d'avoir un bon ton. Nous avons voté contre lui, mais nous n'avons pas balancé des missiles sur lui. Donc ça aussi, c'est une réalité. Donc, on est dans cette attitude d'attente. C'est bien, c'est un sport, la politique est un sport. Monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce que... vous avez certainement entendu beaucoup, il y a plusieurs déclarations de politique depuis Mokhtar Ould-Daddah. Cette déclaration de politique générale, qu'est-ce qu'elle a d'original? Qu'est-ce que peut lui donner de particulier? Ou bien c'est un peu copier-coller certaines idées? D'abord, je reviens un peu à ce que vient de Romo tout à l'heure, pour dire que nous étions habitués à des coups d'État. Quand le nouveau gouvernement arrive, tout est avant lui, je n'étais pas, et c'est ça. Mais ça, c'est un transfert de pouvoir pacifique.
Et je comprends bien le fait que le président ait reconduit certains anciens ministres. La situation que souligne le gros mot viendra. Parce que le gouvernement, il n'y a pas longtemps, qui s'est installé. Ils étudient certainement, ils verront ce qu'ils trouveront devant eux. Et à ce moment-là, ils feront leur départ et ils informeront si les choses se compliquent. Pour revenir à votre question, je dis que c'est... Avec Mokhtar, c'est autre chose. Mokhtar, c'était le père de la nation qui est venu sur un terrain nu construire un État. Mais Ghazouani est le fils de la nation, lui aussi. Il est? Le fils de la nation. Oui, il est le fils de la nation, il est vrai, mais il a trouvé un État devant lui, il a trouvé... plusieurs régimes sont déroulés avant lui. Et donc, Ghazouani, c'est qui... l'approche de Mokhtar, en réalité, c'est la patience, la sagesse et aussi l'intelligence. Parce que Ghazouani n'est pas pressé pour voir clair devant lui. Et c'est comme ça que je le vois. Et je souligne que Ghazouani était mon candidat avant qu'il le soit pour Aziz. Et Ghazouani le sait. Donc c'est pour moi une joie qu'il soit le nouveau chef d'État. Donc, si vous êtes forcé à dire, qu'est-ce qui manquerait à cette déclaration, qu'est-ce que vous allez dire? Cette déclaration, en réalité, ce qu'ont dit les frères, si c'était un coup d'État, ils allaient dire on a trouvé de la pagaille, et ils devraient quand même dire un minimum de ce qu'ils ont trouvé, surtout sur le plan économique. Mais je crois qu'ils n'ont pas eu le temps encore pour ne pas vraiment verser dans une opposition ouverte. Et ils prennent le temps nécessaire. Mais ça quand même, ça m'inquiète un peu, si vous le permettez. Ça m'inquiète un peu parce que Ghazouani n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui est de très haut volée et qui a un très long compagnonnage avec l'Abdelaziz. On a même parlé de copilotage, c'est un copilote. Il sait jusqu'au moindre détail, comment les choses fonctionnent, sinon c'est grave. Et c'est d'ailleurs cela qui avait expliqué que l'Abdelaziz ait dit, ce monsieur-là, vous pouvez avoir confiance parce qu'il n'y a rien que j'ai fait qu'il ne connaisse. Donc c'est important. Je veux dire par là, autant je comprends que techniquement, on ait des choses à pointer, à maîtriser, à mettre en œuvre, etc. Techniquement, autant du point de vue de la vision, du point de vue de la chose que l'on veut mettre en œuvre et avec laquelle on va changer les choses, autant on comprend que les gens sont pressés. Ce n'est pas l'opposition qui est pressée, ce sont les événements. Et c'est la situation du pays. Je vous assure que, et nous tous ici qui sommes sur le plateau, je crois que nous le savons un peu, la situation du pays n'est pas reluisante. La situation économique et sociale n'est pas des plus reluisantes. La situation des rapports sociaux n'est pas des plus éclatantes. Les rapports que les populations ont avec l'État, ce ne sont pas des rapports des plus équilibrés. On a un certain nombre de données et de choses qui font que, même si je comprends qu'il faille le faire avec l'AQL ou avec beaucoup de finesse, cependant, on doit comprendre qu'on ne peut pas aller avec la tranquillité sur le dos du chameau qui marche tranquillement dans le désert. On est pressé. Regardez la situation de l'école. C'est une catastrophe, l'école va ouvrir bientôt. Où est-ce qu'on va avec cette école-là? On va y arriver. Oui, non, mais Oui, je réponds pour le gourmand un tout petit peu concernant le... Je vous donne la parole. Maître Lou, il n'est pas facile de se défaire d'un ami. Oui, Non. bien sûr. Bien sûr. À l'IFP, vous avez mis beaucoup de temps avant de mettre le candidat Lou sur le bas-côté. Ça, c'est vache. Ça, c'est une perfidie de votre journalistique. Pas du tout. S'agissant Brahim, je vais répondre un tout petit peu à Maître Lou. En fait, le général Ghazouani, l'actuel président Ghazouani, était chef d'état-major général des armées.
Il ne pilotait rien, il pilotait l'armée. Il pilotait l'armée, il est responsable, il est comptable. C'est pas rien l'armée. Non, c'est pas rien, je sais que ce n'est pas rien. L'armée, c'est le cœur du système. Non, L'État arabe. non, ce n'est pas Ça le veut dire cœur. personne. Non, c'est pas le cœur du système. C'est le cœur du cœur. Non, du je système. vais vous dire, non, ce n'est pas le cœur du système. Je vais vous dire, Maître Lo, Allez, tout forcez, simplement allez, mon point de vue. En fait, le général, Ils sont républicains. le président Kazouani, il est obligé d'aller à une certaine vitesse. Parce que dans cette précipitation, il n'est pas en mesure parce qu'il ne savait pas ce qui se passait dans les autres départements du pays. Il ne le savait pas parce qu'il était chargé de la politique de défense, l'application de la politique de défense au niveau des armées. Et il y avait des crises dans cette partie du pays et il était réellement pris par cela, accaparé essentiellement par cela. Lorsqu'il s'est présenté comme chef d'État, il a brigué le suffrage des citoyens mauritaniens. Maintenant, il faut lui donner le temps nécessaire pour comprendre ce qui se passait. Et il n'était pas copilote. Il a peut-être... Je parle de l'état profond. Il a certainement une affinité, il a certainement des amitiés qui datent de longue date, mais il n'a jamais été le copilote. Et il ne gérait pas les deux autres départements de l'État, il gérait les armées. Et il est responsable de ce qui a été fait dans les armées. Quel était son style, dans l'armée? En réalité, le président Kazouani, lorsqu'il était en fonction dans l'armée, il a développé réellement une stratégie capacitaire réelle et qui a prouvé qu'on était en mesure de prendre en charge la menace imminente et prégnante qui était à nos frontières est. Ceci, il faut le dire. Oui, ça c'est un bon point pour lui. Il faut le dire Oui. à son actif. Tout à fait. Il faut le dire. Oui. Et il a créé un outil de défense crédible. Il a n'avait pas besoin de personne. Non, le président de la République est le chef. Non, le président de la République, vous savez, le président de la République, ce n'est pas le chef d'état-major, il est président des armées. Oui. Il est le chef suprême des armées. Mais l'œuvre de C'est inscrit. Non, il avait ses collaborateurs, ses militaires, il avait ses collaborateurs, mais il a fait une stratégie capacitaire pour l'armée depuis 2008. Ils ont voulu arranger la paternité de cette... Absolument. Aziz n'y était pas. Non, Aziz était président de la République, mais il était président de la République, ce n'est pas lui qui gérait l'armée. Il ne gérait pas l'armée, il a peut-être là des orientations importantes, mais il validait peut-être les options stratégiques qui ont été proposées par les militaires, il les validait peut-être, mais la stratégie capacitaire a été réellement faite par Kazouani, et pendant 10 ans, il a été chef d'état-major, il a remis l'armée à un certain niveau. Oui, ça, il faut le reconnaître. Bon, ce n'est pas, je ne vous dis pas que c'est l'excellence, mais il l'a amené quand même à un certain niveau. Il faut le lui reconnaître. Et je devais tout simplement être un peu en porte-à-faux par rapport à ce qui a été dit, que Kazouani n'a jamais été copilote. Bon, on dit que c'est les militaires, mais il n'était pas responsable de l'intérieur, il n'était pas responsable des affaires étrangères, il n'était pas responsable de l'économie, il n'était pas responsable du budget, il n'était pas responsable de tout ce qu'il y a eu. Donc, pour être juste avec Kazouani, il faut lui dire qu'il faut l'évaluer en fonction de son travail qu'il est passé pendant le temps où il est resté à l'armée. Il faut l'évaluer et il ne faut pas dire qu'il est pilote, il ne faut pas lui endosser la responsabilité de la gestion de l'État, de toute la gestion de l'État, parce qu'il n'était pas président de la République. Oui. Et il faut encore lui donner le temps nécessaire pour qu'il apprenne par l'action pour pouvoir mettre en place ce que l'opposition souhaite et ce que les autres souhaitent. Vous avez connu l'homme de près? Oui, je le connais. Oui. Oui. Certains ont fait des missions ensemble, donc vous le connaissez de près. Et moi non plus. Donc, le style de l'homme était plutôt la patience, quelquefois la tolérance, bien qu'il puisse faire une armée de ce genre, relever monter en puissance une grande armée et une grande capacité, comme vous le décrivez tout à l'heure. Là, c'était une prouesse. Comment faire une grande armée de quelques milliers d'hommes avec le calme, la patience, et une tolérance, avec peu de punitions, qu'on constate,
Mais est-ce que vous croyez que ça va marcher possible au niveau de l'État? Oui, naturellement, parce que, vous savez, les militaires, on leur refuse qu'ils soient des stratèges. Oui. J'ai entendu Maître Bridelet la dernière fois dire, je l'ai entendu à la télévision pour dire que les militaires ne connaissent pas la stratégie, c'est des tacticiens essentiellement. Je l'ai entendu dire. Bon, il le dit avec une certaine désinvolture. Il le dit avec une certaine désinvolture. Bon, soit d'un passant, le Jean Ghazouani, il a un cursus académique assez poussé. C'est un stratège et c'est un stratégiste, tous les deux à la fois. Bon, il a le droit de briguer le suffrage des Mauritaniens. Les suffrages, bon, il ne faut pas être juriste, il n'est pas exigé qu'il faut soit être juriste ou économiste ou n'importe quoi pour être président de la République. Il n'y a pas une école de président de la République. On peut bien être un plombier demain. On peut bien être un plombier demain. Voilà. Donc, c'est ça. Non, je disais, les gens n'acceptent pas que les militaires puissent avoir un certain niveau de formation. Ils ne croient pas à cela. Et il y a un problème, en fait, il faut concilier les Mauritaniens avec leur armée. Depuis 1978. Si l'armée cesse de faire les coups d'État, il n'y aura pas de problème. On va se non, je vais vous dire, il y a un coup d'État. Explique une telle attitude de défiance, entre guillemets, d'ailleurs, qui n'est pas si développée que ça. Non, je vous dis ça comme ça. Le coup d'État des militaires, parce que nous, on n'a jamais eu cette alternance pacifique au pouvoir, parce que notre constitution ne nous permettait pas cela. En 1978, on n'avait pas de solution, on était en guerre, et il n'y avait pas de solution. En 2008 Ah non, en 2005 2008 Non, 2005. 2005, il y a un coup d'État en 2005, il était nécessaire, parce que... Chaque fois, c'est nécessaire, non, à la couleur. Non, je n'ai pas dit chaque fois. Je ne dirai pas chaque fois. Bon, le débat n'est quand même pas à propos des coups d'État militaires. Je disais tout simplement en 1978 qu'il n'y avait pas le sujet. Quand la Constitution de ce pays permet tout simplement une alternance au pouvoir, il n'y a pas de coup d'État, parce que quand vous continuez, vous êtes en poste, et vous continuez à faire des coups d'État permanents, 6 mois soldat, je suis là au chef d'état-major, si je vous enlève le pouvoir, ce n'est que justice, parce que vous êtes en train de usurper la volonté du peuple mauritanien, et vous continuez à faire des coups d'État permanents. Voilà ce qui s'est produit en 1978, ce qui s'est produit en 2005. En 2005, on avait un chef d'État qui est devenu... Nous éloignons un peu du sujet, mais c'est quand même nécessaire. Bon, c'était un sujet connexe. Mais voilà, donc on a parlé de façon générale de l'appréciation générale de la politique générale du Premier ministre. Allons selon des axes stratégiques qui, à mon sens, est le cœur battant de l'État, c'est celui de l'administration. J'ai une observation. L'administration, apparaît-il, est sensiblement et visiblement malade, parce que, comme en tout, donc c'est l'administration, c'est le cœur battant de l'État, elle est malade quelque part. Et à ce niveau, le Premier ministre, dans sa déclaration, qui est certainement le reflet du programme électoral du président de la République, Ahmed Ghazouani, il dit, au niveau de la modernisation de l'administration, la stratégie visant à développer les technologies numériques et l'amélioration de l'accès et la qualité des services publics sera mise en œuvre à travers un programme ambitieux de gouvernement électronique et par l'Agence nationale de l'informatique de l'État qui sera créée à cet effet. J'ai l'impression des sentiers battus. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau en visant pour ce qui est de l'administration qui est encore tout à fait malade? Monsieur Brahim. Allez-y, répondez à cette question. Après non, je vais demander à l'assistance de bien retenir votre question, de la respecter et de lui donner un traitement. Mais on a parlé des choses ici suffisamment importantes sur lesquelles j'ai un avis à donner. Je vous demanderai de ne pas détourner ma question, de répondre après, on revient à votre question. Alors, continuez la question, non? Je vous l'ai posée. Allez-y. Bien. Alors, ce qui a été dit à propos de l'administration, c'est un aspect, c'est un volet, le volet informatisation, le volet technique, mise en place de moyens et d'instruments permettant à ce que l'administration soit plus efficiente, etc. Mais il y a quelque chose qui manque, effectivement, dans la réforme de l'administration elle-même, mais c'est d'abord et avant tout le rapport avec les populations. Oui. Le grand problème de l'administration mauritanienne, le plus vraiment important, c'est est-ce que les administrés, est-ce que les populations se retrouvent dans l'administration? Comment sont-ils accueillis? Est-ce que l'administration rend des services attendus d'elle par les administrés? Est-ce que l'administration s'exprime et converse, notamment par exemple dans les langues
des populations concernées et est susceptible d'agir pour que les demandes de ces populations puissent être le plus efficacement possible réglées, etc. Voilà les types de questions qui est à la base de toute réforme administrative dans des pays comme la Mauritanie. C'est vrai, le service informatique est extrêmement important parce que ça rend possible de traiter les choses avec beaucoup plus de célérité, beaucoup plus d'efficacité et de retrouver les choses que l'on cherche. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'archives qui ont disparu parce que physiquement, on les a empilées, il n'y a plus de place et on les jette. Et après, on cherche à avoir des traces. Malheureusement, pour les historiens futurs, ça va être une catastrophe, vous le savez très bien, de faire une histoire du pays par les archives administratives, parce que dans la plupart des cas, on les a jetés, on les a transformés en trucs pour les tchafs dans la rue, pour mettre des beignets. Bon, c'est la réalité. Donc c'est pour ça que ce volet qui est prévu dans la déclaration de politique générale est bon. Mais c'est des sentiers battus, parce que ça se répète tout le temps. Donc, moi, je crois que ce qu'il faut faire d'abord, il faut s'interroger. Là encore, on revient au problème du diagnostic. On revient au problème du diagnostic. De quelle administration avons-nous besoin en Mauritanie? Voilà la question. Et j'aurais voulu que dans la déclaration de politique générale, on nous dise il y a un aspect essentiel de notre œuvre, c'est l'aspect administratif. De quelle administration héritons-nous? Et quelle administration devrions-nous installer? Et quels sont les moyens que nous allons mettre en œuvre pour parvenir à l'objectif administratif qui est le nôtre? Par exemple, j'ai parlé tout de suite de l'accessibilité. Et je soulève un problème qui est un problème que les gens n'évoquent pas souvent, mais qui est un problème central. Je viens de l'intérieur du pays. Je viens de l'intérieur du pays pour résoudre un problème. Ou je viens dans une ville ou dans un bourg. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a un vide. Je fais des kilomètres et des kilomètres. Parce que l'administration est très éloignée de moi. Il me faut de l'argent pour venir, pour pouvoir effectivement résoudre mon problème. Est-ce qu'on se rend compte du coût que peut représenter ici cette accessibilité à l'administration, du point de vue des populations simples qui n'ont pas de quoi manger, qui sont tellement pauvres qu'eux-mêmes ils sont dans cette déclaration de politique générale, obligés de prévoir un mécanisme pour venir supplanter la misère des gens et leur donner 2000 ouguiers ou 3000 ouguiers pour qu'ils puissent avoir un minimum d'existence. Donc, comment se déploie notre administration sur le territoire? Nous savons que nous ne sommes pas seulement qu'un désert, nous ne sommes pas seulement qu'un Sahara physique et géologique, nous sommes aussi et surtout un désert administratif. Il y a des zones particulièrement enclavées, surtout les zones de l'intérieur, allez à l'est ou une partie de la vallée. Et vous... Donc, je veux dire, c'est des choses qui manquent. Vous décrivez une situation... Quand j'arrive dans cette administration, je suis accueilli par des gens qui me regardent de haut. Pourquoi? Parce que les gens qui sont là, beaucoup de ceux qui sont là, je ne dis pas tous, ont une vision de l'administration héritée de l'époque coloniale. À savoir qu'être agent de l'État, c'est être au-dessus du peuple. C'est être au-dessus des gens. C'est mépriser les gens. C'est les accueillir avec colère. Dès qu'on arrive dans l'administration, on dirait que c'est... Mais tout ça. Quel est le facteur essentiel? Ça, le facteur essentiel. M. Ismaël a dit qu'il va créer un centre de formation. C'est très bien. Voilà. Mais personnel, en principe, ça existe. En principe, des personnels de collectivités c'est bien. C'est ça, la formation. C'est excellent. Elle apprend le style. C'est excellent. C'est excellent. Mais je vous signale qu'il y a une école qui théoriquement était dédiée pour ça, c'est l'ENA. Qu'est-ce que vous croyez? Non, ce n'est pas le bon vieux temps. C'est vrai que je vais dire que c'est bien comme modèle que d'avoir effectivement des écoles qui vont former les gens. Mais avant tout, la chose est politique. Elle relève de la volonté de l'État de dire je veux rendre au peuple sa parole vis-à-vis de l'administration. Je veux une administration qui soit au service des peuples et non le contraire. Ça, je ne l'ai pas entendu dans la déclaration de politique. Mais c'est vous-même les citoyens. Non. C'est les citoyens qui sont... Mais à condition que vous me donnez... Moi, les citoyens, il ne faut pas être démagogue. Le citoyen fait ce qu'on lui montre également qu'on veut faire. Vous voyez? C'est cette histoire de langue, je termine là-dessus. L'histoire de la langue et de la traduction. Dans un pays comme la Mauritanie, quel devrait être le service le plus développé dans une administration? Mais c'est le service de traduction. Le service de traduction, c'est ça qui permet à quelqu'un qui parle une langue que l'autre ne comprend pas, d'avoir quelqu'un qui sera là pour l'aider, pour traduire ce qu'il veut. Quand vous allez en justice... C'est facile d'apprendre les langues? Mais non, c'est pas facile, parce que l'éducation... Nous sommes deux concitoyens, on se traduit. Parce que l'éducation... Moi, je traduis de l'arabe, je traduis du français, qui est langue étrangère, c'est pas possible. Non, parce que... Vaut mieux qu'on apprenne les langues. Non, parce que ça, pour apprendre les langues, il faut d'abord avoir une école, justement, et ça, c'est un autre problème, mais qui est lié à ça, il faut avoir une école qui marche. Il faut avoir une école qui fasse de moi, par exemple, un bilingue. Voilà. Alors que théoriquement, je suis dans une école qui est supposée faire de moi un bilingue.
Il faut avoir aussi des populations, parce que le bilinguisme est formel, c'est dans l'éducation. Mais les populations simples qui sont là, ils ne sont pas toutes à l'école, ou certains d'entre eux, en tout cas, n'ont été à l'école qu'à un certain niveau. Mais ce que je suis en train de dire est très important. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est l'âme même de l'administration. Maître, nous avons l'éducation comme point focal. Oui. On va y revenir. Mais là, on est dans l'administration. Et l'administration, c'est aussi des êtres humains qui parlent à d'autres êtres humains. On a fait déjà 1 heure, on fait une petite pause café. Je donne la parole à Mohamed pour rebondir sur la question qui l'intéressait tantôt. Allez-y. Voilà. Pour qu'on prenne, Oui. Moi, ce n'est pas pour l'occasion que je l'ai dit, c'est quelque chose que j'ai toujours constaté et pensé, que dès lors où on parle de politique, on se focalise sur les personnes et non pas sur ce qu'elles vont faire et sur les projets. Et ça, il faut s'en rendre compte. Nous tenons de cela, de la mentalité des tribus, des chefs des tribus, d'émirats, et pas de l'esprit de la République. Parce que dans une tribu, l'essentiel, c'est les qualités du chef de tribu, et c'est sur la base de ça. Et on lui fait une confiance subjective. L'émir, la même chose, et ses descendants. Nous, on focalise tout sur la personne, et c'est ce qui nous a donné des régimes personnels. Maintenant, on passe du pouvoir personnel au pouvoir des amis, et on commence à intégrer ça dans la politique. Il est l'ami de tel, ou il est son frère, et cela joue en politique. Ce n'est pas ce n'est pas normalement, devons nous rendre compte. D'une façon générale, les Mauritaniens, eu égard aux résultats où ils sont, ils doivent passer à une période de méditation et de remise en cause pour que chacun dise ce que j'ai, il faut le revoir et peut-être il y a mieux et essayer une synergie et une nouvelle voie. S'agissant des hommes, parce qu'on ramène tout à une question des personnes, pour être juste, et ce que je pense, il y a des hommes qui réussissent, il y a d'autres qui échouent. Aziz a échoué, Ghazouani a réussi. Et les hommes... Hein? Vous êtes d'accord Azouani n'a pas encore commencé. Non, il a réussi à se faire élire. Non, non, pas du tout. Je ne parle pas de ça. Attendez, j'ai dit qu'il a réussi au niveau de l'armée. Ah, d'accord. J'ai dit qu'il a réussi au niveau de l'armée. Et l'autre a réussi au niveau de l'État. Et s'il y avait copilotage, Aziz aurait réussi. Et s'il y avait copilotage de l'autre côté, Ghazouani aurait échoué. Et les qualités intrinsèques des hommes et ce qu'ils portent leur donnent un résultat qui est déterminant selon les qualités des hommes. Mais passons du subjectivisme total en politique. Il n'y a pas que les qui, il n'y a pas que la personne. Il y a ce qu'elle veut faire, il y a son projet, il y a ses méthodes, il y a son ton. Il y a son système aussi. Il y a les systèmes, il y a les structures, il y a les oui, il y a les systèmes, oui, les systèmes que nous voyons. Il y a beaucoup de choses qui entrent en Il y a les systèmes que nous voyons et c'est ce que nous on est en train d'examiner. Maintenant, sur les profondeurs sous-marines ou autres, nous ne sommes pas au même niveau. Pourtant, c'est ça. Nous ne sommes pas au même niveau d'information. S'agissant de... Un petit mot. Je crois que nous sommes en train... On a lu le document tous. Je crois que je propose une méthode. Allez-y. Bon, on n'a pas fait l'audit, mais nous savons ce qu'il y a dans ce pays, ce qui a été fait de bon. Et par rapport à cette politique de politique générale, déclaration de politique générale, il y a des orientations. Il faut dire, est-ce que ces orientations qui ont été faites, comment elles vont être déclinées sur le plan opérationnel réellement? Il faut savoir. Est-ce qu'elles seront effectivement de façon efficiente? Est-ce que comment, voilà. C'est-à-dire l'angle qu'est-ce qui leur manque aussi? Voilà, ce qui leur manque, c'est ça. Par exemple, par rapport à l'administration, le maître Loulou parlait de l'administration. Il faut faire l'état des lieux. Nous sommes en mesure de voir ce qu'il y a, savoir ce qui a été fait en matière de diplomatie, en matière de sécurité, en matière d'économie et tout ceci. On veut savoir ces nouvelles orientations, est-ce qu'elles sont en mesure en réalité de combler ce gap qui existe. Voilà. Tout à fait. Donc si on a fait une longue discussion, une petite pause café avec l'autorisation de la régie. Oui. Okay. Donc si la régie permet qu'on fasse une pause.
Monsieur, madame, rebonsoir. Nous allons repartir sur la deuxième partie de notre émission, la Tour de Babel, assignée à la déclaration de politique générale du Premier ministre Ismaël le Cheikh Sidiya. Alors, tout à l'heure, je veux repartir avec cet aspect diplomatie. Donc, ici, le Premier ministre dit: le gouvernement s'emploiera à élargir le champ de notre action diplomatique pour englober, en plus de la dimension représentative et politique qui prévoit actuellement, les aspects économiques et culturels. C'est quoi? Bon, les aspects économiques, c'est probablement la diplomatie, la fameuse diplomatie économique, qui est le grand dada de la diplomatie moderne, la diplomatie actuelle. C'est vrai, parce que, vous le savez, l'économie est partout, les entreprises sont partout, et les États même se transforment de plus en plus en, disons, levier pour les entreprises à l'étranger. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, celui qui s'intéresse un peu ou qui s'est intéressé un peu à notre diplomatie voit bien que dans les différentes représentations à l'extérieur, il y avait un manque. Beaucoup d'hommes d'affaires mauritaniens qui, à l'extérieur, veulent investir, ou surtout des investisseurs étrangers qui veulent savoir comment ça se passe en Mauritanie et qui veulent venir en Mauritanie, n'avaient pas, dans les ambassades, n'avaient pas ce qu'il fallait ou les informations qu'il fallait pour pouvoir le faire. Et ça jouait considérablement parce qu'il fallait venir à Nouakchott, aller à la chambre de commerce, prendre des informations, etc. Alors que les représentations diplomatiques ont aussi un rôle dans ce sens-là à jouer, c'est d'être un relais. Et ça manquait. Mais il y a une deuxième dimension qui est encore plus importante, me semble-t-il, en tout cas qui est aussi importante, et qui faisait jusqu'ici un des grands défauts, en tout cas au cours de ces dernières années, c'est le fait que les administrations extérieures que sont nos ambassades jouaient ou jouent un rôle de moins en moins important par rapport à nos populations extérieures de la diaspora. Le moindre problème que vous avez, vous êtes obligé de venir à Nouakchott ou d'envoyer des gens pour vous résoudre vos problèmes. Et même ces dernières années, c'est devenu un vrai cauchemar avec ces histoires d'enregistrement et de documents, parce que je connais moi personnellement des gens qui ont perdu leur boulot, parce qu'ils ne pouvaient pas renouveler leur carte de séjour, parce qu'ils n'avaient pas le passeport qui avait été renouvelé, parce que le passeport, ils n'avaient pas les documents qu'il fallait, et parce que les documents qui sont fait presque un cercle infernal, et ils se retrouvent au bout du compte. Le rôle de l'ambassade... Pourtant, on avait beaucoup de fonds. Alors, ces fonds-là sont allés dans d'autres poches, ou alors sont allés à d'autres activités que cela. En tout cas, c'est parmi les faiblesses. Il y a des faiblesses de cette Il dit dans ce cadre,
toujours dans l'aspect diplomatie, dans ce cadre, les représentations diplomatiques disposeront de moyens humains et matériels nécessaires pour faire connaître notre pays, informer sur ses potentialités et les opportunités qu'ils offrent aux investisseurs étrangers. À condition, juste un mot ici par exemple, à condition ici, c'est une parenthèse, que par exemple pour les diplomates, qu'on privilégie les diplomates. Ouais. Tout le monde, ce à quoi on a assisté au cours de ces dernières années, c'est à une sorte de destruction du corps diplomatique. Par le fait qu'on a amené, on a greffé dans ce corps diplomatique des gens venus de n'importe où, sans aucune formation, qui n'ont rien à voir avec la diplomatie. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas mettre des non-diplomates dans des fonctions, ça c'est autre chose. Mais il y a quand même, il faut le savoir, un corps particulier de l'administration d'État qui appartient à ce qu'on appelle la diplomatie. Et c'est un corps spécifique qui est formé pour ça, qui a les compétences nécessaires pour ça. C'est ça qu'on a mis de côté. Maintenant, c'est par amitié, par copinage, parce qu'on veut que X soit là-bas ou qu'il va se soigner là-bas, on va nommer tel parce que c'est le cousin d'un tel, parce qu'il y a un étudiant qui est le fils très important de quelqu'un, et on va lui nommer quelqu'un à l'ambassade pour gérer ses études. Moi, j'ai vu ça de mes propres yeux, pendant la période où il est là, etc. On a transformé en grande partie les ambassades en corps clientélistes. Et c'est pour ça que si on nous dit qu'on va revenir sur ça, c'est à condition qu'on fasse ces diagnostics. Je reviens encore sur donc, s'il y a un constat d'échec, voilà. On dit doter les moyens, donc vous n'avez pas les moyens. Doter les moyens, donc voilà. Je donne la parole à Mohamed, après l'ambassadeur nous dira que ce sont les solutions idoines qui proposeraient éventuellement pour pouvoir partir de nouveau sur une base réelle d'une diplomatie efficiente et efficace dans les règles de l'art. Oui, je voulais, c'est toujours la diplomatie fait partie de l'administration. Je voulais revenir sur l'administration pour dire que tout le monde constate qu'il y a un déficit criant au niveau des ressources humaines et au niveau des compétences au niveau de l'administration. Je pense qu'il y a deux idées qui doivent être retenues étant donné le niveau de l'enseignement et étant donné que ceux qui se forment à l'étranger ne reviennent pas souvent. Il y a besoin d'un système de formation continue au profit des fonctionnaires. Le système, je n'ai pas vu ce terme de formation continue, alors que pour résoudre les problèmes mauritaniens, il faut former les gens de façon, ce qu'on appelle la formation permanente, la formation continue, les cours du soir. Deuxièmement, il faut une assistance technique, qu'elle soit locale ou étrangère, pour renforcer les compétences de l'administration et pour la rehisser au niveau nécessaire. S'agissant de la diplomatie, je serais content qu'on parle de diplomatie économique, parce que l'État, dans sa diplomatie et dans sa politique, ne respecte pas beaucoup et ne comprend pas ce que c'est l'enjeu économique. L'enjeu économique, c'est les entreprises. Et il faut, par la diplomatie, promouvoir les entreprises et vendre le pays, promouvoir l'entrepreneuriat pour les Mauritaniens et l'entrepreneuriat pour des investisseurs qui veulent travailler dans ce pays. Or, jusqu'à présent, l'État s'intéresse, et nous avons des cas flagrants, s'intéresse aux hommes d'affaires pour les sortir, les expulser pour des raisons politiques ou personnelles. Est-ce que vous voyez? Régulièrement, chaque fois qu'une entreprise est assez grande pour contribuer à développer le pays, on lui coupe la tête, on lui coupe les racines. On l'a fait à plusieurs grandes entreprises, alors que dans le monde, on cherche à promouvoir ces entreprises par la création des emplois, par la création des richesses, ainsi de suite. Et donc, je me réjouis du fait qu'il y a une diplomatie qui va servir l'économie et qui va servir l'économie. Et par conséquent, on va ramener les entrepreneurs étrangers qui ont commencé à investir ou s'installer ailleurs dans leur pays. On va leur permettre de revenir à leur Ouesmou. Et pour ne pas les citer, ou le Bouhammatou, ou le Zizi Mami, c'est de grands entrepreneurs qui ont été des patrons. Pourquoi les laisser à l'étranger? Pourquoi nous avons besoin d'investisseurs étrangers qui viennent et nos nationaux, ils n'ont pas leur place dans notre pays. Donc, je pense que cette diplomatie économique va réhabiliter l'entreprise, va réhabiliter le secteur privé, et on va avoir un président, comme dans le monde, qui voyage avec des hommes d'affaires pour chercher les opportunités, pour les vendre et pour vendre l'économie du pays. Je vous remercie. Excellence, oui, bon, moi je pense que... Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour pouvoir sortir de l'auberge, étant donné de la sensibilité D'abord, moi j'estime que notre démocratie marche bien. Notre diplomatie. Notre diplomatie. C'est la même chose. Notre diplomatie marche bien dans la mesure où nos relations avec nos voisins se portent bien.
à la mesure où nous sommes bien implantés dans le monde africain, pour avoir présidé quand même l'OIA, c'est une grande première. Nous avons présidé l'Union arabe. Nous commençons, suivant la déclaration du Premier ministre, à s'intéresser aux organisations internationales, où nous avions toujours été absents, ce qui nous manquait beaucoup. Et puis, au-delà de tout ça, je crois qu'il y a des choses qu'il faut que nous ne perdions pas de vue. C'est l'homme, la qualité de la personne. L'élément humain. Parce qu'on dit bien dans les jargons diplomatiques tout État qui sciemment se fait représenter par un homme qui ne mérite pas le respect ne se respecte pas lui-même. Donc, il y a tout là-dedans. Il y a un profil pour le ministre, un profil pour l'ambassadeur. Et ces profils tiennent compte à la fois de leur expérience, de leur niveau intellectuel et de leur éducation de base. Parce qu'un diplomate n'est pas un simple fonctionnaire. Il faut qu'il... Et puis, j'ai vu également qu'il introduise une nouvelle notion d'approche des communautés à l'extérieur. Ça, c'est très important. Nos ressortissants qui sont à l'extérieur jouent un rôle très important dans les autres ambassades. Il n'y avait que nous qui les ignorions. Et ça, c'est, à mon avis, une bonne chose. En gros, d'une manière générale, notre diplomatie se porte bien. Mais ça portera beaucoup mieux. Mais elle se portera, bien sûr, beaucoup mieux. Donc, comme l'a dit Excellence, la diplomatie est un instrument de la puissance. Il est particulièrement important. Elle fait partie des 4 instruments de la puissance de l'État. Tout d'abord, elle a un rôle d'influence à l'extérieur. Elle a un rôle sur le plan économique. Elle peut amener, par exemple, des entreprises à investir dans notre pays. Elle a la possibilité aussi de faire connaître le pays à l'extérieur, à travers sa culture, à travers tout ceci. Donc, en fait, c'est un pouvoir de persuasion qui doit être bien fait, comme dit Excellence. Il faut des diplomates d'un certain niveau d'éducation, un certain niveau de rectitude morale et tout ça pour pouvoir influencer et pour avoir même des relations dans les pays d'accréditation. Si un diplomate excusez-moi le terme, si un diplomate est un individu qui n'est pas tout à fait correct, bon, son pays va en pâtir parce que réellement il n'est pas convenable que n'importe qui, par le copinage, comme qu'a dit le maître Le Gourmand, surtout dans des grandes ambassades où vous envoyez quelqu'un qui en réalité ne peut pas représenter un pays comme le nôtre. Bon, la diplomatie ne peut pas évaluer. On connaît dans l'armée, on ne fait pas de la diplomatie traditionnelle, comme on l'entend. Mais force est de constater que pendant les dernières années, les opérations extérieures, oui, nos forces qui ont représenté le pays dans l'avion se sont bien comportées en grand apport. La diplomatie militaire. Vous savez plus que moi, vous avez travaillé aux Nations Unies, oui. Les troupes mises en contribution ont eu des problèmes de ce qu'on appelle en anglais misconduct, des problèmes de violation des droits humains, et notre armée est restée tout à fait unie. Elle a représenté le pays à l'extérieur. Et d'ailleurs, en matière de comportement aussi, malgré les chocs qu'on a eu en 89, 90, tous ces remous, l'armée a prouvé vraiment sa possibilité de bien représenter l'État. Oui, absolument. Je m'en réjouis particulièrement. Et, donc, sans définir l'administration, je vous pose une dernière question, colonel. L'armée, c'est différent en fait de la fonction publique. Mais quand même, le fait de commander, de diriger, de manager, c'est la même chose. Commander l'armée, on sait bien, on se comprend bien, l'armée est résiliente par rapport au choc interculturel, elle est restée
elle a pu garder son unité, elle a pu garder l'administration disciplinée. Pourquoi Ghazouani ne pourra pas faire la même chose demain dans le corps civil, si on peut parler ainsi? Oui, Ghazouani, il a une ambition pour son pays, c'est sûr, il a une ambition pour son pays. Comme je l'avais dit... Mais non, et concrètement, est-ce que vous trouvez qu'ayant pu faire une administration saine, assainie, disciplinée dans l'armée, est-ce qu'il ne pourra pas, vous n'espérez pas qu'il fera la même chose dans le corps civil, si on peut parler ainsi? Il est en mesure de le faire parce qu'il a fait ce qui a été fait au niveau des armées. C'est quelque chose de très difficile parce que l'armée mauritanienne, vous le savez, même titre que moi, en 2008, il n'y avait pas une capacité lui permettant de prendre en charge la menace qui était là, qui était prégnante à nos frontières. En 2008, il n'y avait pas les ressources humaines. Aujourd'hui, nous avons une école de guerre chez nous et nous sommes devenus un pôle d'excellence. L'autre jour, je ne divulgue pas un secret, nous avons le PCAT de Bamako qui est en train de se former là à Nouakchott. C'est-à-dire le poste de commandement interarmé de théâtre qui est à Bamako se forme à Nouakchott actuellement. Qui prend en charge la menace dans tout le Sahel. Donc, il y a eu des évolutions importantes. Ça nous amène à la formation et à l'éducation. Vous êtes en train de faire de l'économie en orphelin dans cette émission. L'économie sauvage. Voilà ce que nous avons peut-être à l'éducation. Mais juste un mot quand même sur ça. Je vais quand même, si vous le permettez, dire deux choses. C'est vrai. Ce qui a été dit ici, en partie, je partage l'opinion, notamment par rapport à un souci d'efficacité, notamment dans l'armée et dans la diplomatie. Bon, mais je voudrais quand même souligner quelque chose de très important et qui nous renvoie, puisqu'on parlait de Mokhtar Ouattara tout à l'heure, qui nous renvoie aux origines. Notre diplomatie a perdu un souffle. C'est son souffle d'origine. À l'origine, la Mauritanie avait une vision. Et c'est une vision extrêmement importante, parce que c'est celle-là qui permettait d'expliquer nos positionnements, nos envois et nos établissements diplomatiques. Pourquoi on est là, pourquoi on envoie celui-ci, pourquoi on envoie celui-là, etc. Parce qu'on avait une vision d'ensemble. Et cette vision d'ensemble diplomatique, c'est que notre pays est un pays carrefour. Nous devons jouer un rôle qui est de pont entre l'Afrique négro-africaine et le Maghreb arabe, plus particulièrement et plus généralement le monde arabe. Et nous en tirions un bénéfice fondamental. En diplomatie, c'est ça qui est fondamental. En diplomatie, ce qui importe, c'est d'avoir le souffle. Ce n'est pas d'avoir des représentations, mais c'est d'avoir une vision d'ensemble qui explique que l'on puisse avoir des positionnements spécifiques. Et si vous regardez ce qui se passe, surtout en particulier au cours de ces dernières années, c'est à quoi on assiste actuellement. C'est on assiste à une diplomatie en vase clos. Attention, c'est vrai, nous avons présidé, comme vous l'avez dit, Excellence, nous avons présidé l'Union africaine, mais c'est partout. Ce n'est pas parce qu'on nous reconnaît quoi que ce soit vis-à-vis de ce qu'on appelle la diplomatie africaine de la Mauritanie. Ça n'a rien à voir avec, par exemple, la reconnaissance que Mokhtar Ouattara avait eue dans la diplomatie africaine en tant qu'étant parmi les fondateurs et même parmi les grands leaders africains du point de vue des activités internationales. On recourait au service de la Mauritanie parce que la Mauritanie avait une voix chez les Africains et pouvait amener les Africains à aller dans un sens et dans une direction parce que sa voix était audible. Et c'est valable aussi lorsque nous avons adhéré à partir de 1972 au monde arabe. Ça manque. On le sait. On a même été, il suffit de voir le rapport et de voir combien de représentations diplomatiques nous avons dans les pays africains, vous serez effarés. Combien de postes d'ambassade on a en Afrique noire, qui est notre continent. C'est incroyable. C'est beaucoup. Mais c'est rien du tout. Nous avons combien? Mais on a combien? Qu'est-ce qui a changé pour qu'on... Combien y a-t-il d'ambassades mauritaniennes dans les pays africains? D'abord, la diplomatie est un outil. Oui, je sais, attendez. Oui, mais c'est justement parce que c'est un outil. C'est très important. Parce que nous avons arbitré ce choix-là, Nasser, avec Mao Tse-tung, la Mauritanie était votée. Qu'est-ce qui a changé peut-être pour qu'on arrive... Nous avons joué deux rôles. Qu'est-ce qui a changé? Après Mokhtar, il y a eu beaucoup de changements. Oui. Beaucoup de régimes. Mais la Mauritanie n'a pas changé, il reste toujours un pays carrefour. Les Mauritaniens restent des Mauritaniens. Il reste toujours à la fois négro-africains et arabes. Et cette dimension-là est stratégique, c'est notre seule richesse. Et c'est sur ça que la diplomatie peut se Après Mokhtar, il y a eu des déchirements de la société mauritanienne.
Il y a eu des tendances de toutes sortes. Tout à fait, je ne suis pas en train de l'idéaliser, j'étais de l'opposition. Mais il faut reconnaître Surtout pour quelqu'un du MND, Justement, je en ne 72. pas. en J'ai dit 72. seulement ce que je voulais dire simplement, il faut qu'on se comprenne bien. Moi, je ne donne pas des points aux uns et aux autres. J'ai dit simplement que ce qui manque à notre diplomatie, qui est quelque chose de fondamental dans la vie des nations, surtout au XXIe siècle, c'est un souffle, c'est une orientation. C'est une vision. C'est là, elle nous manque. Mais c'est le rôle du président de la République. Elle nous manque. C'est un domaine réservé du président de la République. Les affaires étrangères, la politique des affaires étrangères, c'est une affaire du président de la République et de la défense. Les domaines réservés du président de la République. Sur la Là, diplomatie, nous sommes en... ce qui nous manque en réalité, c'est que nos missions diplomatiques doivent être bien réparties Voilà. à l'échelle Mais la répartition géographique joue, géographique. parce que ça joue vient beaucoup. de la vision. Voilà. Ensuite, les moyens de fonctionnement. Ils l'ont dit, il a constaté. C'est ça. Là, on est d'accord avec lui. lui. Là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Les moyens. C'est le constat. Troisièmement, c'est les hommes. Un ambassadeur, par exemple, qui ne parle qu'une seule langue, aujourd'hui, ça diminue. Bien sûr, je suis d'accord. Là, on est d'accord. Ça diminue. Bien évidemment. Ça diminue. C'est dingue. Oui, mais c'est comme ça. Donc, à plus forte raison, un ministre. Tout à fait. Il faut qu'il soit aussi rompu au roi des Nations Unies. Tout à fait. Ça, quand on a tout ça, tous ces éléments, c'est déjà pas mal. Alors ça nous manque. Et surtout, quand on n'a pas de problème avec des gens. En principe, nous n'avons pas de problème avec les gens, sauf lorsque nous, On est avec nous-mêmes. avec nous-mêmes, et que nous répercutons dans les rapports avec les autres. Nous avons des problèmes, nous sommes dans un environnement très particulier. Voilà. On avait évoqué tout à l'heure en août ce qui se passe dans le Nord Mali. Voilà, nous avons le Sahara occidental qui est à côté, par exemple. nous avons le problème de la Casamance, Tout à fait. nous avons le Mali à qui est fait. toujours l'épicentre, bien que à d'autres. Moi, j'estime que ce qui se passe au Burkina Faso est un épiphénomène, alors que l'épicentre réellement de la crise, c'est au Mali. C'est au Mali. Bien sûr. Et aujourd'hui, nous devons avoir une diplomatie qui est portée pour la résolution des conflits, une diplomatie efficiente qui est là pour pouvoir résoudre les conflits. Ça, Et c'est l'un éviter des- que notre diplomatie soit au service des chèques. Oui, oui. Je ne parle pas des chèques. Je dis Des des chèques, chèques. oui, Des oui, chèques de la postaux. finance. Malheureusement, on a assisté à ce phénomène-là au cours de ces dernières années. mallettes. On a vu De des monnayer. positionnements, on a été nous fourrer dans des histoires dans lesquelles on ne devrait pas être. Par exemple, cette histoire du Yémen, la manière dont on s'est impliqué dans ça n'a pas de sens. Mais- cette histoire avec l'Iran dans laquelle on s'est impliqué, Là, il y on a- sait que ça n'a pas de il y a sens. un seul Nous, mot. nous avons une vision. Nous sommes pour le peuple palestinien et nous ferons tout pour mobiliser l'essentiel du monde pour que cette question-là soit réglée. Et nous ferons tout pour unir les peuples et les nations, aussi bien africaines qu'arabes, pour la solution de ces problèmes-là, parce que c'est des problèmes qui nous sont de préoccupation. Mais lorsque des Arabes sont en train de se bagarrer entre eux, ou lorsque des Africains sont en train de se bagarrer entre eux, nous allons prendre des positions pour celui-ci contre celui-là. Ça n'a pas de sens. Non, il y a- C'est de ça dont je veux parler. Non. Si notre souffle était maintenu, nous aurions joué la diplomatie L'eau, pour l'eau. amener les gens à Oui, se l'eau, il y a un Vous seul voyez ce que problème. je veux dire? Il y a un critère pour un homme politique, parce qu'on parle de diplomatie, parce que c'est des domaines réservés au président de la République. Il y a un seul critère. Est-ce que cette action que je vais mener, est-ce qu'elle est réellement l'intérêt général? C'est essentiellement ça l'intérêt général. C'est ça la question et la seule évaluation possible. Tout à fait. Est-ce que s'il s'agit bien de l'intérêt général, de soutenir les Émirats ou de soutenir le Qatar ou de soutenir la France ou de soutenir... Est-ce qu'il s'agit bien de l'intérêt général? Voilà. Et là, il faut avoir une diplomatie et des diplomates qui peuvent éclairer les décideurs. Et il faut des militaires à un certain niveau qui peuvent éclairer les décideurs. Les diplomates, les militaires, tout ce monde-là, c'est-à-dire la défense et les affaires étrangères, c'est des éléments en réalité des structures d'aide à la décision. Tout à fait. Parce que c'est l'intérêt général avez- qui est là. Vous avez parlé de... Non, je parlais d'éducation, je n'ai plus beaucoup de temps. Et je vous donne la primeur. Juste un mot à propos de la diplomatie et des militaires. Parce qu'on parle de politique générale et par rapport à l'armée, il y a quelque chose qui n'a pas échappé à mon attention et qui me réconforte. C'est que autant la déclaration générale ne nous dit pas
beaucoup sur les mesures et sur les résultats et sur l'efficacité, autant la dernière action qui a été menée par l'armée pour nettoyer la ville de Nouakchott, c'est quelque chose qui me réconforte sur les intentions et sur la manière de faire de ce gouvernement. Et c'est l'occasion de présenter, je crois, nos félicitations et nos remerciements à notre armée pour la façon dont cette opération a été menée. Ce n'était pas une opération de communication, ce n'était pas une opération limitée à certains quartiers ou à certaines rues, ça a été la propreté totale et systématique de Nouakchott. Nous espérons que cet assainissement qui a été fait soit révélateur des intentions de la politique générale et de l'esprit dans lequel la nouvelle équipe gouvernementale va travailler. Et encore une fois, chapeau à l'armée. Voilà. Il faut savoir apprécier et reconnaître ce qu'on voit de positif. L'armée, nous n'avons pas beaucoup de relations avec elle, sauf quand elle interfère dans la politique, et là c'est un débat qui ne finit pas. Elle n'intervient pas dans la politique. Mais là, elle a ce mérite-là, on a vu cette démonstration et on la remercie infiniment, à la fois pour la protection de nos frontières et pour cette opération. L'armée n'intervient pas dans la politique, je vais vous dire une chose. Il y a des je ne voudrais pas qu'on revienne sur ce débat, parce qu'il n'est plus actuel. Le coup d'État, des officiers... Oublions les coups d'État, là on est en démocratie. L'armée, quand il y a un coup d'État, il y a une équipe d'officiers qui prend le pouvoir, ou quelqu'un qui prend le pouvoir. Les autres ne font pas de la politique parce qu'ils n'ont pas de projet de société et ils n'ont pas de tribune. Ils n'ont pas de tribune, ils n'ont pas de projet de société. Ce qu'ils font, appelez-le autre chose, mais ce n'est pas de la politique. Aujourd'hui, il y a un président qui a pris le pouvoir avec les armes. Celui-là, c'est un citoyen mauritanien qui a quitté. Dans une émission d'histoire, on en parlera. Non, mais actuellement, parlons de la politique générale. Et qui a brigué le suffrage des Mauritaniens. Il n'a pas utilisé les armes de la République. Oui, tout à fait. Mais la volonté du peuple mauritanien. Mais il va encore une fois... Il faut le lui reconnaître. Tout à fait. Mais j'ajoute que c'est vrai. C'est la raison pour laquelle on dit ça. Il y a eu des gestes que je trouve sympathiques. Politiquement, des gestes, c'est de bons gestes. En particulier cette histoire d'assainissement de la ville de Nouakchott. Oui. Moi, je l'ai soutenu publiquement. D'ailleurs, c'est moi-même qui ai demandé ça. Avant que cela ne soit pas. Et pour vous dire, lorsque ça a été fait, je l'ai soutenu, j'ai dit que c'est une excellente chose. Absolument. Et ceci étant dit, d'abord, premièrement, ce n'est pas le rôle de l'armée que de le faire de manière continue. Ça aussi, ça fait partie du diagnostic. C'est parce que là, on a constaté, l'armée elle-même a vu de ses propres yeux, qu'il y a ici une sorte de faillite des services qui étaient concernés. C'est les services de l'assainissement. Et c'est les services concernés. Ça aussi, il faut souligner ça. Ensuite, deuxième élément, il y a des choses importantes. Parce que ici, le bagage dont on parle, c'est le bagage humain, c'est les êtres humains. L'armée, notre armée, la diplomatie, notre diplomatie, tout ce qui relève des services de l'État doivent être confortés à leur base. Ce qui conforte un pays comme la Mauritanie, c'est son unité nationale. L'unité nationale, Rawalko, c'est ça qui est fondamental. Or, cette unité nationale, nous le savons, est menacée de toutes parts et de diverses manières. Et en particulier, parfois, par inadvertance ou par irresponsabilité. Peut-être même qu'il n'y a même pas des arrière-pensées derrière certaines choses, mais qui débouchent sur des considérations extrêmement graves. Je donne un exemple concret puisqu'on parle de l'armée. Comment voulez-vous que dans un pays multinational, où vous avez 4 ethnies, 4 nationalités, comme on disait avant, qu'on prenne 47 officiers de l'armée, que parmi ces 47 officiers de l'armée qui vont être formés, il n'y ait qu'une seule communauté? Comment on peut imaginer ça? Comment on peut penser ça? Ce seront ces gens-là qui vont demain être des officiers, des grands officiers de la Mauritanie, qui vont parler et agir par la force des armes s'il le faut pour ce pays, pour les nations. Mais derrière le concours, il y a tout ce qui se prépare pour un concours. Il y a l'éducation qui arrive à ça. Il y a une vision qui est une vision chauvine qui a été portée par des éléments qu'on appelle des éléments qui n'ont pas cette vision de l'unité nationale de notre pays et qui sont un danger pour l'ensemble du pays. Pas pour telle ou telle communauté, pour l'ensemble de notre peuple. Je vous ai posé... Et ça, je ne veux aucun dosage. Ce que je veux, c'est un système ouvert dans lequel chacun aura son mérite et où il n'y aura pas de contestation possible par rapport à ce qui s'est passé. Si on organise des concours transparents, s'il n'y a que des négros, personne ne dira quelque chose. S'il n'y a que des morts blancs ou des chinois, personne ne dira quelque chose. Mais lorsque vous avez un système opaque, dans lequel il y a des passe-droits,
dans lesquels il y a des choses qui se passent. Moi, j'ai enseigné à l'université, je sais de quoi je parle. Et je suis enseignant ici. S'il y a des choses qui se font parce que c'est le fils d'un tel et c'est le fils d'un tel, et qu'il y a des logiques sociologiques qui se développent, ça va provoquer quoi? Ça va provoquer précisément... Attendez, je termine. Attendez, s'il vous plaît. Je termine. Ça va provoquer des résultats qui ne sont peut-être pas ceux qu'attendaient ceux qui l'ont fait, mais qui sont des faits objectifs qu'on verra. Quand tu ne vois que ta famille, que ton cousin, que ton frère, ce n'est pas parce que tu es nécessairement raciste vis-à-vis des autres. Mais il se trouve que toi, tu appartiens à une ethnie. Moi, si je ne prends dans un service que des gens de ma famille, moi, je ne suis peut-être pas raciste. Mais le résultat, c'est qu'on ne verra que les Noirs que j'aurais choisis. On va dire Gourmand, il est raciste. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si vous avez un système qui fonctionne par népotisme et par clanisme, avant que tu finisses, qu'est-ce qu'on va par népotisme et par clanisme, il faut que ce système-là, il faut qu'on s'assoie tous ensemble, qu'on discute de ce système. J'ai vu d'ailleurs que la déclaration de politique générale le dit qu'il faut organiser des concertations. Et c'est excellent. C'est d'ailleurs là où je voulais en venir. Tout ce qui a été dit, le meilleur de ce qui a été dit dans cette déclaration de politique générale, je vous ai parlé de ton tout à l'heure. Dans ce ton, j'entendais ça. Le fait que, voilà une déclaration de politique générale qui dit, moi je m'ouvre aux autres, je veux qu'on discute ensemble, je veux qu'on dise qu'est-ce qui ne va pas, pour essayer de trouver des solutions ensemble si possible. Nous sommes de l'opposition, moi je suis de l'opposition. Mais cela ne veut pas dire qu'avec un pouvoir qui est en place, je ne peux pas au moins identifier ensemble, telle que celle, je termine, telle que celle de l'unité nationale. C'est des questions qui devraient dépasser les divisions pour majorité et opposition. Parce que l'existence de la Mauritanie dépasse les considérations politiciennes. Si vous avez un pays qui se développe avec un seul aspect des choses, avec un seul pied, vous aurez demain plus de difficultés encore à corriger. Quand on a un pays qui marche sur ses deux jambes, celui-là, s'il veut aller à gauche, il va à gauche. Si celui-ci, il veut aller à droite, il va à droite. S'il veut être du centre, il est à centre. Ça, on est dans une vision de normalisation. Le problème des élèves officiers, je réponds au problème. Je réponds pour le problème des élèves officiers là. Le problème des... Je réponds. Je suis très choqué par rapport au monolithisme, on peut, du monolithisme des monochronisme. Monochronisme des procès-verbaux où il n'y aurait que des Mauritaniens noirs, des Mauritaniens blancs. Je suis vraiment compris. Vous me connaissez quelque part. Tout à fait. Je suis un homme universaliste. Je suis né plutôt dans un milieu cosmopolite. Je suis plutôt de ce qu'on appelle les djambous. Je suis un homme. Mais je suis très choqué par ça. Ce n'est pas une question d'État, c'est une question de personne. Moi, je connais, c'est pas pour vous choquer, ni vous faire la réponse, parce qu'on est déjà dans cette pensée, mais je connais une entreprise, je connais un organisme où j'ai compté, j'ai approché le comptable, il y avait 92 salariés, les corps mauritaniens. Je vais vous répondre. C'est ça encore, c'est oui. ça. Donc, je vous répondrai de la même manière. Je crois que vous êtes en train de croire que laissez-moi terminer. C'est un esprit malsain comme ça. C'est un esprit malsain. Mais moi, j'ai besoin. Non. Pour l'opinion. Attends, je suis d'accord avec ce qu'a dit l'eau, mais on a besoin d'une précision. Est-ce que pour ce concours-là, il y avait d'autres candidats que les gens d'une seule ethnie? Je vais vous répondre. Je veux savoir. Je vais vous répondre. Oui. Je vais vous répondre. Est-ce qu'il y en a, oui ou non? Je vais vous répondre. Vous n'allez pas prendre tout le temps pour une réponse. Dites-moi, est-ce qu'il y en a eu ou non? Est-ce que vous êtes devenu subitement procureur de la République? Non, mais ou alors commissaire de police dans un truc. On est dans un débat. Parce que répondez oui ou non. Vous pensez que j'aurai l'idiotie de vous répondre par oui ou non? C'est une question aussi complexe. Parce que vous prenez beaucoup de temps parce et vous que ne c'est laissez comme pas ça parler. que vous empêchez les gens justement... Vous consommez tout le temps de la même manière qu'on recrute des gens d'une même ethnie. Vous prenez tout le temps de parole. Cher ami, je pense qu'on a ici un excellent invitant. Nous sommes des invités et nous ne pouvons pas lui faire la police. Laissez-lui nous dire cela. Ceci étant dit, juste un mot, je vais lui répondre quand même. Les Halpoula disent que quand tu tombes, il ne faut pas voir là où tu as chuté, il faut voir là où tu as trébuché. Il ne faut pas voir là où tu es tombé, là. Il faut voir là où tu as trébuché. La question de est-ce qu'il y avait des candidats ou non, quand tu commences par poser qu'il faut avoir telle condition, entre 12 et 15, en sachant qu'il y a des notes éliminatoires dans telle ou telle matière, qui par définition ne sont pas celles qui sont acquises pour les francisants par exemple. Tu sais très bien qu'au résultat, tu vas obtenir effectivement des gens qui ont une formation particulière, et ce qu'on appelle le pointage, on appelle ça en droit le ciblage.
Et ça remet en cause le principe d'égalité. Or, même dans les, je vous signale que même dans le règlement concernant précisément le recrutement de l'armée en question, ce ciblage-là n'existe pas. Et je le dis devant toute la République. C'est des concours ouverts. Oui. Et on réclame le bac et on réclame le niveau. Et celui qui tout le monde concourt. Donc, maintenant, pour l'entreprise, je termine. Non. S'il s'agit d'entreprise privée, attendez. S'il s'agit d'entreprise. L'année passée, il y avait combien de S'il s'agit. Non, je ne sais pas. Ce que je sais. Ce que je sais. Regardez, camarade. Cher ami. Il y avait combien? C'est combien on a besoin? Cher ami. Vous n'avez pas compris. Non. Moi, je ne suis pas l'avocat des négrophiles. Non, je sais. Ni l'avocat des morts. Je vous le dis clairement. Attendez. Si les 47 en 2008 ou 2006 étaient que des négro-africains ou des bambara, ou des Soninké, ou des Halpula, ou des Chinois, j'ai dit que c'est une erreur parce que le système devrait être toujours un système confraternel. Toujours, génération par génération, promotion par promotion. Et il faut qu'il y ait des morts blancs, des morts noirs, des Halpula, des Wolaf et des Soninké. Parce qu'ils vont défendre la patrie ensemble. Oui. Tout le monde, c'est ça qui importe. Quand vous mettez un système d'apartheid dans lequel on n'aura que 97 négros, ou bien que 47 morts blancs, mais vous n'avez pas une armée. Vous avez des armées parallèles. Mais ce qu'on veut, c'est la fusion de notre nation en un seul ensemble. Ce que nous voulons, c'est que les promotionnaires appartiennent à nos communautés. Ce que nous voulons, c'est que les concours qui se font, ce que nous voulons, c'est que les concours qui se font, ce soient des concours représentatifs dans lesquels, et c'est ce qu'on appelle des concours ouverts, dans lesquels toutes les communautés se retrouvent au bout du compte. Et là, c'est une sociologie administrative. Et tu sais, puisque moi je m'adresse à toi, que la sociologie signifie des règles du jeu qui vont jouer et qui vont déboucher à des résultats particuliers. Ça peut être dans un an, ça peut être dans 2 ans. Si tu es à 47 aujourd'hui, c'est-à-dire que dans 5 ans ou dans 6 ans ou dans 10 ans, tu n'auras que des généraux appartenant à une seule communauté? Ou vous pensez que vous pouvez diriger un pays dans lequel son armée est composée alors qu'elle est disparate avec seulement des trucs? Ce n'est pas juste. C'est ça ce que je veux dire. Oui. Donc il faut être ouvert, Maudit, quand on pose des problèmes comme ça, parce qu'on cherche à solutionner des problèmes pour avoir une vraie nation. C'est pas sujet, mais ce n'est pas le sujet. Attendez, non. Donc, professeur, en attendant, il y a l'aspect éducation. Non. Ne me faites pas revenir à mon comportement un peu difficile. Non. Ne me convoquez pas à cet endroit. Moi, l'éducation est très importante. Justement, en termes de cohésion nationale, on en parle. Ce sont c'est deux activités connexes. Sinon, l'éducation est très importante pour l'unité nationale. Justement, le président Khazouani dit, apparemment c'est lui parce que c'est mis entre guillemets, le Premier ministre dans sa déclaration dit le président de la République dans son programme électoral, justement, qui vise à faire de son mandat un quinquennat d'accélération et d'intensification des politiques d'éducation, de santé et d'emploi, dans un élan sincère de concorde, de fraternité et d'acceptation de l'autre nécessaire pour assurer une cohésion nationale où l'apport de chacun sera l'enrichissement collectif. C'est juste. Ahmed, juste pour ça, l'université, qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que ça peut être, en quoi l'éducation, vous espérez que l'éducation puisse changer, étant encore tout à fait malade, qui va se refléter justement sur l'unité nationale. Qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous penserez pour que demain on ait une éducation performante pouvant assurer l'unité nationale, justement, entre autres? Oui, je pense. Donc, on n'a plus beaucoup de temps. Personnellement, c'est un long débat, c'est un grand programme. Résumons. Mais l'éducation, il y a 2 aspects. Il y a des dégâts qu'elle a déjà faits. Il faut essayer de les réparer. L'un de ces grands dégâts, et ça revient à cette question de recrutement et des concours, c'est l'histoire du bilinguisme. Moi, personnellement, je crois que la solution pour la Mauritanie, c'est de réhabiliter le bilinguisme et de les généraliser. Ce n'est pas seulement au niveau de la base, mais au niveau de ceux qui sont déjà actifs. Et il faut essayer d'arabiser les francophones et de franciser les arabophones qui sont déjà dans l'administration pour avoir un équilibre, parce qu'il y a des dysfonctionnements. Je ne citerai que 2. Le premier, c'est que ce que lui, il constate au niveau de ce concours, nous le constatons et nous le déplorons au niveau de l'administration. Il y a de moins en moins de nos frères, poulards ou autres, dans l'administration à cause de l'enseignement, à cause des résultats de l'enseignement. Mais
il y a aussi le niveau, le futur. Le futur. Il y a une action qui doit réparer les dégâts résultant du passé par ce que j'ai appelé tout à l'heure la formation continue, la formation permanente, et il faut savoir que ça ne peut pas continuer. L'apparence que ça donne par rapport à l'étranger, vous voyez l'image de la Mauritanie est ternie partout parce que nous sommes présentés comme étant un pays d'apartheid, un pays de racisme. Quand on vient à l'administration ou au niveau des tribunaux ou autres, on a ce constat. Ceux qui vont dire ça à l'étranger, ils ont c'est corroboré par le spectacle, le constat ici. C'est quelque chose que l'on doit réparer par une discrimination positive et par la mise de la Mauritanie sur des rails qui vont emporter. Et il faut, je pense, les Mauritaniens, on pense tout, le long terme n'existe pas. Pour nous, c'est aujourd'hui. Il faut essayer d'avoir une vision aussi pour ça. Ce bilinguisme peut avoir une période de 30 ans. On dit, on opte pour un bilinguisme français-arabe. Et ceux qui vont avoir des tickets parce que je parle de français, le français, ce n'est pas la langue de la France, c'est la langue des Africains. C'est la langue des millions d'Africains. Il y a plus d'Africains qui parlent le français que les Ouest-Ouest. Et par conséquent, pour que la Mauritanie puisse communiquer, faire sa diplomatie, il faut qu'elle ait cet outil-là. Mais ça peut être pour une durée de 30 ans, pour 40 ans. Et puis, on peut dire, si, comme on le dit souvent, toi, tu n'es pas français, tu ne dois pas nous imposer français, nous sommes arabes, mais d'accord, on peut bien le dire, mais lui, il a un droit de nous dire, voilà, tant qu'il n'y a pas ma langue, moi, le poulard, dans l'administration, je veux qu'il y ait le français parce qu'il y a un passé, ainsi de suite. S'il vous plaît, après 40 ans, on a une langue nationale qui se substitue au français, par exemple. Ceci étant, je pense que le problème de l'éducation, on a eu, j'ai publié des choses sur ça, je vais les en 2006 et je vais les republier maintenant parce qu'il reste encore pertinent. Mais je pense que le grand problème, c'est qu'on a eu des journées de concertation qui ont été faites pour la publicité, pour la communication. Il faut qu'il y ait une véritable concertation parce que énormément de problèmes dépendent de ça. L'unité nationale, les compétences techniques, les relations avec les bailleurs de fonds, l'économie. L'économie est 100%, c'est un système qui ne peut pas continuer. L'économie est 100% francophone. La justice est 100% arabophone. Comment vous voulez? Donc il y a des dysfonctionnements et il y a des goulots d'étranglement. Le temps s'épuise, il y a le temps de filer. Donc vous avez un peu, de façon un peu pas très démocratique, appareillé le débat. Donc pour faire justice, je donne le dernier mot à l'excellence et à l'ambassadeur pour une minute pour le conclure. Il reste une minute. Ah, oui. Moi, je pense que le problème de ces pays, c'est l'éducation. Tous les problèmes de ces pays. C'est vrai, c'est à la base de tout. Absolument. Je suis très content dans la déclaration du Premier ministre qui dit qu'il va faire une réforme, qu'il y aura un débat ouvert. Ça, c'est extraordinaire. Il faut que dans ces débats, on y invite les anciens élèves, les anciens responsables. On invite. Pour l'expérience. On invite. Parce que le pays est en train de disparaître. Donc, nous devons tous nous réveiller pour refuser cela. Et l'arabe, on l'a appris depuis le temps colonial. Et c'est les Français qui nous ont appris l'arabe. Donc, ça fait partie de notre culture. Absolument. On n'a pas besoin d'en faire une publicité. C'est notre quotidien. Les Chinois apprennent l'arabe puisqu'ils sont musulmans. Tous les musulmans sont tenus à apprendre l'arabe. Absolument. Mais l'État, c'est autre chose. L'État, c'est autre chose. Et on n'a pas le temps de... Bon, je suis content aussi qu'il ait dit que dans les écoles, il y aura des internats. Voilà. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est très important. Vraiment, c'est fondamental. Parce que lorsqu'il était à l'internat, il y a le lit. Mais c'est créé, c'est ça qui... Oui. Le lit de Diop, Bien sûr. de Konaté, de Dakité. C'est comme ça. S'il vous plaît, donnez-moi votre brosse en Absolument. Et c'est que les gens... Ce que les gens ne savent pas... Ce que les gens ne savent pas... Absolument. Ce que les gens ne savent pas, cet internat-là
joue un rôle éminemment important Dans l'unité nationale. pour l'unité nationale. Absolument. C'est ce que je viens d'expliquer. C'est Fondamental. extraordinaire. Dans les cas de il y a... C'est extrêmement important. Oui. C'est extrêmement important. Donc, Tout à fait. le colonel, par votre discipline, vous avez le dernier mot. Merci, merci. Merci. Bon, je reviens sur ce qu'a dit le professeur. Même si on a une deuxième langue nationale, le français existera toujours parce que c'est notre langue d'ouverture. C'est la langue avec laquelle on accède à la connaissance en réalité. Ou l'anglais. Il faut le français ou l'anglais. Et c'est fondamental. On ne peut pas dire que tout simplement on a... Et c'est pourquoi il faut former des gens bilingues qui parlent le français et qui parlent l'arabe. Les deux langues, c'est fondamental. Et le problème de l'arabisation à outrance a créé ce que vous savez. Et puis c'est ça. Je suis Juste pour dire, Brahim, qu'il y a une erreur stratégique qu'on fait dans les réformes de l'éducation et de l'enseignement. On commence à la base et on attend 25 ans pour avoir les résultats. Une réforme d'un niveau de l'éducation, elle doit concerner l'université, les lycées et l'école. Elle doit englober tout ce monde pour qu'elle apporte des résultats immédiats. Est-ce que vous voyez? Alors que chaque fois, on dit on réforme l'école primaire et on attend 25 ans. Vous savez, les stratèges... Le micro à la régie. Je ne peux que féliciter du fond de mon cœur l'ambassadeur Hamoud Ouliali, colonel Sidna Omar Abedou, le professeur Mohamed Hassan et maître et professeur, bien sûr, c'est très important. Et on parlait justement de l'éducation de l'eau, Gourmou Abdoul, que j'aime bien pour son sens de l'unité nationale, de son équilibre dans la cohésion nationale. Et merci, je ne peux que féliciter Baba, Abdallah El Baba, qui a su réaliser cette émission avec des efforts très importants et de l'équipe qui était derrière lui. Merci, à la prochaine. J'espère qu'on se verra pour l'émission. Merci. Voilà. Merci.